connaissez, vous avez déjà entendu, vous avez peut-être déjà lu, vous avez déjà vu Jean-Marc Daniel en tout cas, professeur à l'ESCP Europe, un polytechnicien, il a travaillé dans des cabinets ministériels, il a dirigé des administrations centrales de l'État. C'est un économiste libéral, qui va peut-être remettre en cause une partie des idées que je vais développer. Je vous ai mis dans le slide simplement un de ces derniers nombreux livres, mais parce que je pense que c'est un de ceux qui peut, à vous, pour votre réflexion économique et votre réflexion sur la géopolitique d'aujourd'hui, avoir un impact fort, qui sont ces 8 leçons d'histoire économique, croissance, crise financière, réforme fiscale et dépenses publiques. Et je lui ai demandé, il a accepté très gentiment, de pouvoir aborder la question des rapports entre l'Europe et ses ressources. Et derrière, la question de l'autonomie ou de l'indépendance potentielle de notre grand territoire commun. Alors, si en 20 minutes... Oui, je vais parler pas très longtemps. Je vais essayer de vous donner 3 choses dans cette petite intervention. D'abord du temps, puisque après il faut... d'autant plus que quand on parle le dernier comme ça devant une assemblée comme la vôtre, on est soumis un peu au défi du chef d'orchestre de la symphonie des adieux de Haydn, c'est-à-dire de ne pas terminer tout seul. Donc je vais essayer, pour ne pas terminer tout seul, d'être le plus rapide possible. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup appris dans cet après-midi et je suis content d'être ici parmi vous, non seulement parmi cette jeunesse, mais j'en fréquente une autre, et puis aussi parce que les conférences auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister étaient particulièrement enrichissantes. La deuxième remarque que je ferai, c'est que j'espère avoir l'occasion de vous retrouver, puisque je suis professeur à Subdeco et certains Subdeco Paris, ESCP Europe, et certains d'entre vous ont vocation à passer le concours, tous ont vocation à passer le concours, certains d'entre vous ont vocation à être reçus. Ce que je vous souhaite. Alors, bon, il est évident que certains d'entre vous préféreraient être reçus dans une école de banlieue plutôt que dans une école parisienne, une vraie école parisienne. Mais n'oubliez pas qu'il n'est de Bombay que de Paris. Vraiment Paris. Et donc, je ferai juste 2 remarques à cette occasion. Je vous donnerai 2 conseils. Un premier conseil, au moment de l'épreuve d'entretien, vous éprouviez toujours le besoin, vos anciens éprouvaient toujours le besoin de définir leur projet professionnel. Vous n'en avez pas de projet professionnel. J'espère qu'à votre âge, vous n'avez pas déjà prédéterminé votre vie. Alors n'éprouvez pas le besoin de nous casser les pieds avec quelque chose qui n'arrivera pas. Ce dont on a besoin de savoir, c'est qui vous êtes et pas ce qu'on vous a prétendu de dire qu'il fallait que vous soyez pour pouvoir satisfaire le jury. On s'en fout. D'expérience personnelle, ce matin, avant d'arriver ici, le FT vient de nommer un nouveau correspondant et ce correspondant a jugé aimable de m'inviter à prendre un petit déjeuner. Et donc, après quelques considérations sur l'économie française, sur le déficit budgétaire, sur la façon dont on allait régler le Brexit, il m'a dit « Mais je crois savoir que vous étiez à l'école polytechnique avec Carlos Ghosn. » Je dis « Oui. »« Ah, mais ça m'intéresse. » Et il m'a posé cette question, mais quand il était à l'école polytechnique, est-ce qu'on pouvait envisager quel allait être son destin? Ah, je dis non, pour une simple raison, c'est que nous savions à peine ce que c'était qu'une Renault et certainement pas ce que c'était qu'une Nissan. Et donc, il n'avait pas comme projet professionnel ni de redresser une des principales et de créer une des principales entreprises automobiles du monde, ni de terminer en prison dans un des pays les plus développés de la planète. C'était pas dans ses gènes, c'était pas écrit dans son projet professionnel. Il s'est pas présenté en disant « Mon objectif, c'est de terminer en prison au Japon ». Donc, nous n'avions pas ça comme projet, nous n'avions pas de projet, si ce n'est d'essayer d'être nous-mêmes. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être vous-même. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est que si vous vous présentez à l'ESCP, ça s'appelle ESCP Europe. Alors, faites semblant de vous intéresser à l'Europe, je sais que c'est assez pénible. Et qu'il est assez difficile de comprendre la différence qu'il y a entre le TSCG, le six-pack, le pacte de stabilité et de croissance et le traité de Maastricht. Mais faites semblant. Une question que je pose régulièrement, c'est quel est le pays qui est président de l'Union européenne? Jusqu'à présent, ça fait 15 ans que je fais passer ce concours, je n'ai jamais obtenu de réponse. Donc je vais vous délivrer la réponse pour ce concours de cette année. Vous êtes favorisés, c'est la Roumanie. Et donc, ceux qui passent au concours cette année, n'oubliez pas, la Roumanie. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en savoir plus, hein, de savoir quelle est la capitale de la Roumanie, combien il y a d'habitants et où ça se trouve. Ça se trouve en Europe. Et donc, puisque je suis obligé et je vais devoir avec plaisir vous parler d'Europe, encore une remarque sur les questions qu'on peut poser. Parmi les questions que l'on peut poser, il y a évidemment qu'est-ce que c'est que l'arbitrage de Phillips?
Et l'arbitrage de Philips, normalement, ceux d'entre vous qui ont fait de l'économie, puisqu'il y a des ECE, il y a des ECS, il y a des parmi vous. L'arbitrage de Philips, la question que je pose de temps en temps, c'est mais de quoi est mort Philips? Qu'est-ce que vous savez de Philips? Alors, il y a ceux qui sont persuadés qu'il a créé une entreprise de rasoir, c'est pas le même. Mais Philips, il est mort de silicose. Et quand je pose la question aux étudiants, mais ça veut dire quoi qu'il est mort de silicose? Dans votre génération, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la silicose. La silicose, c'est la maladie des mineurs de charbon. Et Philips était mineur de charbon. Il était néo-zélandais, il a commencé sa carrière dans une mine en Australie. Il a eu une vie assez compliquée, il a fini professeur d'économie à la LSI. Mais comme tout Britannique de son époque, il avait commencé par être en contact très directement avec du charbon. Or, aujourd'hui, quand vous regardez les débats qu'il y a au Royaume-Uni sur le Brexit, encore récemment, un journaliste s'interrogeait sur la passivité des mineurs britanniques, ces mineurs qui avaient fait tomber le gouvernement Heath, qui avaient affronté dans une lève qui a duré plus d'1 an Margaret Thatcher, ces mineurs qui étaient décrits par Jules Verne comme étant à l'origine de la richesse du Royaume-Uni dans les Indes noires, qu'est-ce qu'ils sont devenus passifs? Et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi passifs, les mineurs britanniques? Parce qu'il n'y en a plus. Le Royaume-Uni ne produit plus de charbon. Au 31 décembre de l'année dernière, on a eu assisté à une petite cérémonie dans la Ruhr où les gens sont descendus pour aller chercher du charbon. Et depuis 1830, l'économie allemande, prussienne d'abord et allemande ensuite, s'est structurée sur la production de charbon. Ces gens qui descendaient le 31 décembre, descendaient avec des caméras de télévision. C'était la première fois qu'on s'intéressait à eux, parce que c'était la dernière fois qu'ils travaillaient. Puisque l'Allemagne ne produit plus de charbon. Elle produit encore, dans des mines à ciel ouvert de lignite, de quoi polluer la planète abondamment, mais du vrai charbon. De ce charbon qui avait fait la gloire et la puissance de l'Allemagne, on n'en produit plus. L'Europe ne produit plus de charbon. En tout cas, les grands pays qui ont fait la croissance économique de l'Europe ne produisent plus de charbon. Là aussi, au concours d'entrée à l'ESCP, je demande combien est-ce qu'on produit de charbon en France. J'ai des réponses assez diverses. Ça va, l'année dernière, j'ai posé la question, j'ai eu 20 000 tonnes. C'est raisonnable, 20 000 tonnes. Ça prouve que vous ne voyez pas, enfin, les gens de l'année dernière ne voient pas exactement ce que c'est qu'une tonne de charbon. J'ai eu aussi 80 millions de tonnes. Là, j'étais plus enthousiaste. D'ailleurs, avec le co-examinateur, j'avais dit il faut le retenir, ce candidat, parce qu'il a une vision positive de son pays. 80 millions de tonnes, même dans la période les plus productives, même à l'époque où Maurice Thorez réclamait que les mineurs produisent pour sauver le pays, même dans les années 46-47, on est monté qu'à 45 millions de tonnes. Donc 80 millions de tonnes de charbon, c'est une vision quand même enthousiasmante de la France, et donc j'étais prêt à prendre le candidat. Bon, le mec qui était à côté de moi était un peu plus pisse-froid, bon, enfin ça s'est mal terminé. Bref, l'Europe a produit du charbon, et l'Europe ne produit plus de charbon. Et lorsque vous ne produisez plus de matières premières, vous êtes obligé de les importer. La question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes en capacité de fournir le travail qui vous permet de compenser ces importations? La question qui se pose, c'est est-ce que l'Europe, parce que les pays qui avaient constitué leur puissance économique sur le charbon ne produisent plus d'énergie, est en train de reculer dans la production mondiale? Vous avez 6 pays au niveau mondial qui font la course en tête depuis 1873, depuis 1868-1873. 1868, c'est l'ère Meiji au Japon. D'ailleurs, il commence à se poser des questions, les Japonais, sur est-ce qu'ils ont eu raison d'adopter les valeurs occidentales et notamment de faire venir des hommes d'affaires étrangers pour essayer de structurer leur propre économie. Ils sont en train d'apporter une réponse assez brutale, d'une certaine façon. 1868, le Japon rentre dans la course et rejoint les 5 autres pays qui sont en train de faire la course en tête, l'Italie, qui est en train de se constituer comme le Japon, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces 6 pays font toujours la course en tête. Oh, avec des hauts et des bas, avec d'autres pays qui essaient de les rejoindre, avec des pays que l'on décrit comme menaçants. Mais dans ces 6 pays, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y en avait 3 qui avaient du charbon et 3 qui n'avaient pas de charbon. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne avaient du charbon. La France, l'Italie et le Japon n'avaient pas de charbon.
Et donc la question qu'on peut se poser, que se sont posées les historiens de l'économie, c'est est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'avoir la matière première énergétique qui sert à constituer la puissance et la base du développement économique? On a parlé des États-Unis et du pétrole, et on a parlé aussi dans l'introduction de la Zambie et de l'Arabie saoudite, de ces pays qui ont été détruits par leur matière première, ce que les économistes appellent la maladie hollandaise, la Dutch disease. La maladie hollandaise, c'est le fait de détruire sa propre capacité productive en se spécialisant dans la production de matières premières. Alors, l'Europe, par rapport à cette situation, est-ce qu'elle a un problème qui est un problème de rapport aux matières premières? Comment elle le résout? Et si c'est un problème, est-ce que l'économie politique peut répondre, est-ce que la science économique peut répondre à des situations dans lesquelles un pays, une zone comme l'Europe n'a plus le charbon et n'a pas le pétrole, on n'a pas de pétrole? Et si oui, comment est-ce que, s'il doit répondre, comment est-ce qu'il peut répondre? Alors d'abord, l'économie, je vous rappelle, a répondu à cette question. Il y a un économiste peu connu, c'est pas la peine de retenir son nom, qui s'appelait Frédéric Ancillon. Frédéric Ancillon, c'est le premier professeur d'économie de l'histoire en Prusse. Donc, c'est pas quelqu'un qui constitue une référence. Mais dans son cours, qui commence dans les années 1830, il dit qu'il y a trois façons d'appréhender l'économie. Il y a une première façon qui consiste à considérer que la source de la richesse, c'est la nature. Que les pays qui vont se développer, ce sont les pays qui sont favorisés par la nature, et singulièrement l'agriculture, puisqu'on est au début du XIXe siècle. Et il dit, présenter la situation économique d'un pays comme ça, c'est faire un raisonnement de physiocrate. La deuxième possibilité, c'est de considérer qu'en fait, la nature d'abord est un rendement décroissant. La nature finit par épuiser ses propres capacités productives. La nature, en outre, elle n'existe pas indépendamment de la volonté que porte l'homme dans son utilisation. Et donc ce qui est en jeu, ce n'est pas la nature, c'est le travail. C'est la ponocratie. Parce que ponos, en grec, ça veut dire le travail. Et puis, il y a la troisième situation qui consiste à être fasciné par ce qu'avait été l'Espagne du XVIe, XVIIe siècle, où on ne travaillait pas et où la nature était particulièrement austère, et où on avait réussi à atteindre un degré de puissance et de richesse inégalé par les pays précédemment. Et donc ça, grâce à la découverte de métaux précieux. Et donc, c'est l'idée que c'est la quantité de monnaie en circulation et la capacité à générer de la dépense publique qui est à l'origine de la création de richesses. Et donc, Ancillon disait, cette troisième version, c'est le chrysohédonisme, c'est-à-dire c'est l'amour de l'or. Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, effectivement, le XVIIIe siècle a été physiocratique et a considéré que la puissance dominante, c'était la puissance qui détenait le pouvoir sur la nature par l'agriculture, qui était la France. Le XIXe siècle a été ponocratique et la puissance dominante, c'est la puissance qui a mis au centre de sa réflexion le travail. La puissance dominante du XXe siècle a été keynésienne. Elle a mis au centre de sa réflexion la création de monnaie, on l'a dit, l'abandon de la référence à l'étalon or et la capacité à multiplier les signes monétaires, ne serait-ce qu'effectivement pour solder un déficit de balance des paiements courants dont l'essentiel provenait de l'évolution du prix du pétrole. On arrive dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, j'ai une triste nouvelle pour vous. Ce nouveau cycle en Europe ne sera pas physiocratique, même si on ne va pas arrêter de nous bassiner avec l'avenir et les considérations sur la nature. Il ne sera pas chrysohédoniste parce qu'on a déjà assez de dettes publiques comme ça. Et donc, la création de monnaie, la dépense publique, l'accumulation de plans de relance à gauche, à droite, les gens qui refondent le capitalisme et maintiennent le pouvoir d'achat en claquant 10 milliards d'euros sur le dos de la génération d'après, ça atteint ses limites. Et donc, il sera ponocratique. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler. Alors, c'est le moment où il faut écouter parce que c'est le moment tragique. Il faut travailler. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que l'Europe est en situation favorable ou défavorable par rapport à cette notion de « il faut travailler ». En fait, l'Europe a deux caractéristiques par rapport à ça. La première caractéristique, c'est sa capacité à faire travailler les autres pour elle. L'Europe est d'une mauvaise foi incroyable. Elle n'arrête pas de raconter tout le temps qu'elle est porteuse de valeurs et tout ça, mais elle fait travailler les autres pour elle. Pour arriver à faire travailler les autres pour soi, autrefois on les envahissait, maintenant on les achète.
et l'Europe achète le reste du monde. On vous explique que la Chine se répand partout. Mais pour se répandre partout, il faut avoir un excédent de balance des paiements courants. Or, quel est le premier excédent de balance des paiements courants au monde? C'est la zone euro. Alors évidemment, vu de la France, on est un peu surpris d'entendre ça. Pourquoi est-ce qu'on a un excédent de balance des paiements courants? Parce qu'on dégage davantage d'épargne et parce qu'on travaille. Alors c'est vrai, dans la zone euro, il y a des endroits où ça travaille. Vous connaissez cette anecdote de la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel au sommet de Deauville pour arrêter le plan de restructuration de la dette grecque, et au milieu des discours de Nicolas Sarkozy, qui peut se montrer quelquefois agaçant, ça je le comprends, Madame Merkel aurait fini par lui dire « Mais vous savez, les Français pourraient travailler, ne serait-ce que par curiosité. » Eh bien, la curiosité étant un vilain défaut, pour l'instant, nous ne sommes pas portés vers cette direction. Mais nous sommes associés dans un bloc qui travaille, et en tout cas un bloc qui dégage de l'épargne. Qui ne dégage pas d'épargne? Les pays qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui ne mobilisent pas assez de travail et qui sont des pays qui peuvent avoir des ressources naturelles. Je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni. Et puis je pense à un pays qui est en train de devenir déficitaire et donc qui est en train, indirectement, de devoir dépendre et de nous apporter du travail au travers de la capacité que nous avons de détenir son appareil productif. Je pense à la Chine, qui est en déficit de balance des paiements courants. Qui d'ailleurs détient la Chine progressivement, c'est le Japon. Et donc là, je laisse la main aux géopoliticiens pour savoir comment ça va se terminer lorsque le peuple chinois va s'apercevoir qu'il travaille pour payer la retraite du peuple japonais. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, les Japonais sont habiles. Et donc, vous avez à la surface de la planète, effectivement, des gens qui dégagent du travail et qui produisent, grâce à ce travail, de l'épargne, et qui projettent cette épargne vers les autres pays pour essayer de retirer du travail de ces pays les ressources dont ils ont besoin. Car la vraie ressource, la ressource ultime, c'est le travail humain. Oh, vous me direz, s'il apparaissent des pénuries, il peut apparaître des pénuries de travail dans certains pays et dans certaines zones. Mais des pénuries de matières premières, mais le prix monte. Et je vous rappelle que même quand on est en situation de monopole, votre capacité à majorer votre prix se heurte à une règle simple, c'est que le prix terminal respecte le fait que la recette marginale est égale au coût marginal. Et donc c'est vrai pour tout produit. Il arrive un moment où même le monopole, organisant ou se calant sur une situation de pénurie, est obligé de respecter ces règles selon laquelle la recette marginale sera égale au coût marginal. En revanche, la capacité à générer de la richesse, la capacité à générer du pouvoir d'achat par l'intermédiaire du travail, elle est supposée être infinie. Mais ça suppose qu'on ait un travail de qualité. Alors, 2 remarques pour terminer, puisqu'on récupère sur le temps perdu. La première remarque, c'est que, on l'a dit, la véritable matière première, c'est la matière grise. Il y avait au XIXe siècle un écrivain qui s'appelait H.G. Wells qui a écrit une histoire, un conte, un livre qui est fondé sur l'invention d'une machine à explorer le temps. Et donc il se projette dans le futur, et dans le futur, il arrive dans une situation où tout est irénique. Les gens vivent bien, c'est un monde qui est un monde où on a toutes les ressources possibles et imaginables, sauf que de temps en temps, la nuit, on entend un bruit bizarre. Et puis, il est logé dans une famille avec qui il sympathise, et un beau jour, un membre de la famille disparaît. Et il finit par apprendre qu'en dessous, il y a des gens qui travaillent. Que les gens qui sont au-dessus, ce sont des gens qui ont trouvé le moyen de récupérer le travail des gens qui sont en dessous. Quelle est la force des gens qui sont au-dessus? C'est qu'ils détiennent la clé du fonctionnement des machines. Ils savent faire fonctionner les machines, et comme ils savent faire fonctionner les machines, les gens qui sont en dessous ont besoin d'eux. Mais de temps en temps, les gens qui sont en dessous s'agacent. Et donc, ils en sacrifient un du dessus pour essayer de calmer la colère des gens du dessous.
Notre grand enjeu, c'est d'être au-dessus, tout en faisant en sorte que les gens qui sont en dessous vivent bien et n'aient pas envie de donner des sacrifices humains des gens du dessus. Et pour être au-dessus, encore une fois, il faut être en capacité en permanence de détenir l'innovation. Les Japonais n'ont aucune matière première. Les Japonais sont le premier pays détenteur du reste du monde, c'est le premier à avoir extérieur net de la planète. Les Japonais l'ont acquis grâce à leur travail. Et quand on discute avec des cadres japonais, ils disent « Pourquoi est-ce que les Chinois travaillent pour nous ?» Parce que nous avons 6 mois d'avance. Nous sommes capables de faire des choses que les Chinois sont incapables de faire dans 6 mois. Notre seul enjeu, c'est de garder ces 6 mois. Et donc, l'enjeu de l'Europe, c'est d'être en situation d'avoir elle-même en permanence 6 mois d'avance. Alors, est-ce que le Japon est un modèle? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « quand nous aurons 62 ans ». J'ai trouvé ça sympathique parce que moi, 62 ans, je n'en parle pas au futur. J'en parle au passé. C'est désagréable, hein? C'est désagréable. Et donc, les Japonais, c'est un exemple. Mais ce n'est pas un modèle parce que au Japon, aujourd'hui, les dépenses pour sénilité, pour incontinence sénile, sont supérieures aux dépenses de couches pour bébés. Les couches pour incontinence sénile sont plus vendues, plus consommées que les couches pour bébés. En revanche, il y a des petits pays intermédiaires, des pays qui ont des taux de croissance élevés, qui sont innovants. Et ces pays, c'est Singapour, qui dégage un excédent de balance des paiements courants considérable, qui vit bien sans avoir un atome de matière première. C'est Israël, qui supporte un effort militaire colossal et qui a un excédent de balance des paiements courants en étant une start-up nation. Et puis c'est aussi la République tchèque, c'est aussi des pays européens. En République tchèque, à l'heure actuelle, le taux de chômage est négatif. C'est-à-dire que les Tchèques ont besoin de main-d'œuvre. Alors je conclurai là-dessus. On peut se passer de matières premières à condition d'investir dans la matière grise et à condition d'investir dans la jeunesse et de combiner la jeunesse et la matière grise. Pour combiner tout ça, il faut combiner le savoir. Donc je vous souhaite une bienvenue à l'ESCP. Dernier élément d'information. Encore récemment, dans la presse, dans un grand quotidien du soir, qui doit être une des références, on expliquait que la République tchèque avait réussi à avoir un taux de croissance élevé malgré l'euro. C'était une défense maladroite de l'euro, puisque la République tchèque n'est pas membre de la zone euro. Quand vous passerez le concours, souvenez-vous-en. Merci de votre attention. Puisque le temps a été rattrapé, nous avons aussi le temps d'une question. Eh oui. Ah, jeune homme. On vient de voir avec la question des matières premières et vous vous dites que c'est la capacité de l'Europe qui pourrait permettre de rester la puissance qu'elle est actuellement au niveau de son excédent de balance budgétaire. De balance des paiements courants. Pardon, paiement courant. Mais il n'y a pas aussi une nécessité d'avoir un contrôle des ressources par rapport à l'Europe, c'est-à-dire qu'avoir une capacité de paiement ne suffit pas à justement assurer cette continuité des ressources. Il faut en même temps investir autant dans l'éducation que par rapport à une défense ou à son propre approvisionnement en ressources. Non, tout mon propos consiste à dire que les gens qui détiennent les ressources, même ceux qui échappent à la Dutch Disease, les gens qui détiennent leurs ressources, à un moment donné, quelque part, ils sont obligés de le revendre. Non seulement ils sont obligés de le vendre, mais en plus, il faut faire en sorte que, détenant ces ressources, ils soient obligés d'acheter ce que nous produisons. Et donc, la force des pays sans ressources, vous avez, quand je parle de Singapour, vous n'avez absolument aucune ressource. C'est petit. Bon. Et c'est l'excédent de la balance des paiements courants, c'est-à-dire la capacité à se projeter vers l'extérieur, la capacité à vendre à l'extérieur, la capacité à rendre les autres dépendants de vous, représente 20% du PIB. Je vais prendre un autre exemple, qui est un exemple personnel, et j'ai dans ma vie, puisqu'elle est longue, puisque j'ai plus de 62 ans, j'ai fait partie des équipes qui ont contribué, qui ont participé, qui ont organisé la dévaluation du franc CFA. Donc le franc CFA, c'est la monnaie de l'Afrique.
Et à l'époque, il y avait un débat qui consistait à dire que si on dévalue le franc CFA, on permet à l'Afrique et aux pays africains d'exporter davantage. Et en particulier, on permet aux secteurs producteurs de matières premières, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'était le cacao, de dégager, puisque les cours sont en dollars, on baisse le cours du franc CFA, et donc on restitue à la Côte d'Ivoire davantage de ressources sous forme de francs CFA, donc on améliore le niveau de vie des paysans. Et à l'époque, M. Ouattara n'était pas président de la République en Côte d'Ivoire, il était au FMI, et j'avais eu une conversation avec lui où il avait dit « Sur le papier, c'est bien, parce que ça permet effectivement aux paysans ivoiriens d'avoir davantage de ressources, donc d'investir et tout ça. Mais il dit « Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est de produire ad vitam aeternam du cacao ? Est-ce que ce ne serait pas mieux de favoriser les villes, Abidjan, de maintenir le pouvoir d'achat des gens à Abidjan, de faire en sorte qu'à Abidjan, on puisse avoir des universités de haut niveau qui permettent à la Côte d'Ivoire, justement, de passer la simple phase du cacao pour passer à la matière grise. » Alors évidemment, il n'a pas eu gain de cause, mais à l'époque, et je maintiens, il avait raison. Le véritable enjeu pour beaucoup de pays, ce n'est pas de s'enfermer dans sa matière première, mais de s'enfermer, de construire la production de matière grise. Et donc, on peut essayer de sauver le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. Il y aura toujours des gens qui voudront manger du chocolat, mais l'avenir aussi de la Côte d'Ivoire, si un jour elle ne produit plus de cacao, mais ce ne sera pas un drame si elle produit des ingénieurs de haut niveau. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel.